et dire que même après 10 ans, ce jeu a toujours un succès monstre. Et pas humain. On se fend la poire ici. Va vraiment falloir que j'arrête d'essayer d'imiter Sans. Et oui, aujourd'hui on parle d'Undertale, un jeu vidéo indépendant qui a fêté ses 10 ans le 15 septembre dernier. Dans Undertale, il y a plusieurs façons de jouer. Undertale a une mécanique de combat assez spécifique. On peut choisir de tuer ou d'épargner les monstres, et en fonction de nos choix, le jeu changera. Il y a donc 3 routes. Toutes les routes commencent de la même manière. L'histoire nous est racontée en introduction par un livre. On y raconte comment s'est terminée une guerre entre humains et monstres, et à l'issue de celle-ci, les monstres se sont retrouvés scellés sous terre par une barrière magique dans l'Underground. Seul un être possédant la puissance d'une âme humaine et d'une âme de monstre est capable de traverser cette barrière. Nous sommes dans les années 2010, et nous jouons un enfant humain qui, après être allé sur le mont Ebot, est tombé dans l'Underground. Heureusement, l'enfant est tombé sur un lit de fleurs dorées qui a amorti sa chute. On fait ensuite la rencontre de Flowey la fleur. Il paraît d'abord très sympathique et nous explique les mécanismes de combat, ainsi que les significations de LV, ou de Love, pour le niveau d'amour et le fonctionnement de l'Underground. Puis, il nous attaque en nous traitant d'imbéciles. Il nous explique que dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Il tente alors de nous éliminer, mais Toriel arrive à notre rescousse. C'est à partir de là que les différentes routes prennent place. La route pacifiste. Cette route est souvent considérée comme la vraie histoire du jeu, de par la façon dont elle se termine et par ses crédits de fin complets. Comme le nom de la route l'indique, nous sommes pacifistes. Nous ne voulons aucun mal aux monstres. Pour obtenir cette fin, il ne faut tuer aucun monstre. Bref, maintenant qu'on a les bases, reprenons notre histoire. Toriel arrive donc pour nous sauver. Toriel est une monstre aux allures de chèvre. Elle est la gardienne des ruines et est prête à tout pour nous protéger. Afin que l'on n'ait pas à affronter le reste des monstres, elle est même prête à devenir notre nouvelle maman. En plus de son allure très maternelle, Toriel adore faire des jeux de mots. Après nous avoir sauvé des pétales de Flowey, Toriel nous guide à travers les ruines. Elle nous aide avec les différents puzzles et nous apprend à être gentils avec les monstres. Et ça tombe bien, parce que c'est notre objectif dans cette route. Dans les ruines, on rencontre également Napstablook, un gentil fantôme un peu mélancolique et très timide qui fait de la musique. On devient amis lors de notre combat avec lui. On arrive finalement dans la maison de Toriel. Elle nous a préparé notre chambre ainsi qu'une belle tarte à la cannelle et au caramel. Elle souhaite que l'on reste avec elle à lire des livres au coin du feu. Mais malheureusement, nous ce qu'on veut, c'est rentrer chez nous, dans le monde des humains. Toriel part alors dans sa cave et on décide de la suivre. On arrive à la porte de sortie des ruines, mais Toriel nous barre la route et un combat se lance. Toriel nous attaque, mais on ne riposte pas. On veut à tout prix l'épargner. Alors on fait preuve de clémence, et Toriel finit par ne même plus essayer de nous toucher avec ses projectiles. Elle comprend alors qu'elle peut nous laisser partir en étant sereine sur nos capacités à survivre en dehors des ruines. Elle sait que le roi Asgore ne nous laissera pas en paix, elle nous avertit de sa violence, mais elle accepte notre décision, à condition que l'on n'essaie jamais de revenir. Nous arrivons ensuite dans une zone enneigée. À peine sortis des ruines, nous tombons sur Sans, puis sur Papyrus, les frères squelettes. Sans est plutôt flemmard et passe son temps à faire des jeux de mots, ce qui a le don d'agacer son frère. Papyrus, quant à lui, a pour ambition de rentrer dans la garde royale, en capturant un humain grâce à ses casse-crânes. Il est très optimiste et innocent, le contraire absolu de son frère. Et il a une passion pour les spaghettis, mais n'est pas très doué en cuisine. On découvre ensuite le petit village tranquille de Couve-Neige. On y rencontre quelques membres de la garde royale, tous de type canin, ainsi que des petits monstres, tous en rapport avec le froid et l'hiver, qu'on épargne toujours, évidemment. On résout quelques casse-crânes de Papyrus, puis on passe chez Galeby, le bar du coin, avec Sans, qui veut discuter un peu avec nous. Une fois s'être bien amusé, on se dirige vers la sortie du village. Papyrus nous y attend et un combat se déclenche. Le combat avec lui est plutôt simple et amusant. Si on tombe à 1 PV, Papyrus nous capture dans une prison où les barreaux sont assez espacés pour que l'on puisse se faufiler entre deux. Et son attaque spéciale étant un os,
se fait voler par un petit chien blanc. À la fin du combat, Papyrus nous donne un rendez-vous pour devenir notre ami. Évidemment, on honore ce rendez-vous et on devient amis à la fin. On arrive ensuite dans les chutes, une zone plus sombre mais toujours très paisible. Et c'est franchement ma zone préférée. Dans les chutes, il est possible de lire des écriteaux racontant plus précisément la guerre entre les humains et les monstres. Il y a aussi des fleurs d'écho. Ce sont des petites fleurs qui répètent la dernière chose qu'elles ont entendue. On peut d'ailleurs y écouter une conversation entre deux monstres. Même si c'est peu probable, j'aime penser que c'est une conversation entre Sans et Papyrus. Dans les chutes, on retrouve de nombreux monstres ayant tous un rapport avec l'eau. Et évidemment, on les épargne tous. On y retrouve également le Monster Kid, un enfant monstre rencontré à Couve-Neige, et qui est fan absolu d'Undyne. Undyne est la capitaine de la garde royale. Autrement dit, elle veut notre peau. Undyne réussit à nous poursuivre 2 fois au cours de notre aventure dans les chutes. À l'issue de la seconde course-poursuite, on tombe dans la décharge. Un message apparaît avec une voix que l'on ne connaît pas, et une douce mélodie résonne en fond. Le personnage complimente notre prénom, mais nous n'avons pas le temps d'entendre le sien. Nous nous réveillons sur un parterre de fleurs jaunes, comme au début du jeu. Dans la décharge, on retrouve Napstablook, après un combat avec un mannequin en colère. Et oui, dans Undertale, tout peut nous attaquer. Il nous invite à passer du temps chez lui pour écouter un peu de ses compositions. On passe un peu de temps avec lui, puis on retourne dans les chutes, où on peut tomber sur le village Témis. C'est un village caché, peuplé de Témis, des petits monstres aux allures de chats, pas très intelligents, mais très mignons. Ouais des chats quoi. Puis Undyne nous retrouve encore une fois, et nous attaque une bonne fois pour toutes. Le combat se termine sur une course-poursuite qui nous amène à Calciter, un monde volcanique où il fait très chaud. Trop chaud ? Undyne étant une monstre poisson dans une armure, a beaucoup trop chaud pour poursuivre le combat. Heureusement, une fontaine à eau se trouve juste à côté de l'endroit où Undyne s'est effondrée de chaud. On lui donne alors un verre d'eau, puis on se lie d'amitié avec elle. D'ailleurs, si on vide le reste de l'eau par terre, et qu'on revient à cet endroit à la fin du jeu, un petit arbre y aura poussé juste à côté de la fontaine à eau. Dans cette zone du jeu, les monstres ont tous un rapport avec le feu. À Calciter, on rencontre Alphys, la scientifique royale. On entre dans son labo, et on découvre que depuis le début, elle surveille le moindre de nos faits et gestes grâce à des caméras placées un peu partout dans l'underground. On rencontre aussi son robot tueur, Métaton. Son but est de nous éliminer tout en faisant un max d'audimat grâce à ses émissions. On participe à plusieurs d'entre elles, et on y survit surtout, car son but est de nous éliminer tout en divertissant les monstres qui regardent la télé. Entre 2 émissions de Métaton, on aide 2 gardes à se mettre en couple, puis on rencontre Mephette, une araignée qui adore la cuisine. Elle devrait peut-être donner des cours à Papyrus. Elle nous attaque parce qu'elle est persuadée que l'on déteste les araignées et que les humains s'amusent à les torturer. Pendant le combat, elle apprend que l'on n'a jamais fait de mal à une araignée, voire même qu'on a déjà acheté ses arachnopâtisseries, et décide de nous épargner. On continue notre chemin vers le MTT Resort, un hôtel-restaurant à l'image de Métaton. À peine mégalo ce robot. Sans nous y invite à prendre un repas avec lui. Il profite du repas pour nous avouer qu'en réalité, il est un sentinelle de la garde royale. Il surveille les humains qui rentrent dans l'underground. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est à Couve-Neige, car c'est le premier endroit où les humains passent, ou presque. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'on le retrouve à des stands de hot-dog dans les chutes et Calciter. On apprend aussi que pour passer le temps, il s'amuse à faire des blagues avec un autre monstre, grâce à la porte des ruines. La porte reste fermée et ils ne se sont jamais vus. Une fois passé le MTT Resort, on arrive dans le noyau. C'est une zone aux allures beaucoup plus technologiques. Il y a un ascenseur, des lasers à éviter et des monstres à épargner. Malheureusement, l'ascenseur principal est en panne. Alphys nous aide donc à le réparer et désactive certains lasers qui nous sont impossibles à passer. On retombe encore une fois sur Métaton, et un combat se lance. Lors du combat, Alphys nous informe que son point faible se trouve dans son dos. On y retrouve un interrupteur qu'on actionne. Métaton devient Métaton X. Il a une forme plus humaine, mais son but est toujours d'obtenir l'audimat le plus haut. Une fois cet objectif atteint, ses circuits surchauffent et il tombe en panne. Alphys arrive pour le réparer. On prend l'ascenseur enfin réparé et il nous amène à New Home, la nouvelle maison. Dernière zone avant le château du roi. Cette zone ressemble en tout point à la maison de Toriel dans les ruines, mais dans des tons blancs et gris. Et la musique est différente aussi. Seules les fleurs dorées sont colorées. La chambre, qui correspond à la nôtre dans la maison de Toriel,
possède également un lien plus. C'est d'ailleurs dans cette chambre qu'on trouve un médaillon doré en forme de cœur qui dit « meilleur ami pour la vie » et qui offre 15 de défense, et une dague émoussée, qu'on espère ne jamais avoir à utiliser. On entre dans l'autre chambre et on découvre le journal d'Asgore. Cette maison est la sienne. Puis on rencontre tous les monstres qu'on a épargnés. Ils lancent tous un combat avec nous, mais au lieu de nous attaquer, ils nous racontent l'histoire du premier humain tombé dans l'Underground. Azriel, le fils du roi, était devenu ami avec cet humain. Le roi et la reine se sont occupés de cet enfant comme s'il était le leur. Mais un jour, l'humain est tombé très malade et est mort peu de temps après. Son souhait était de revoir les fleurs dorées de son village. Azriel, effondré par le chagrin, décide de passer la barrière en fusionnant son âme avec celle de l'humain. Et il ramène son corps au village. Les humains, croyant qu'il était le responsable, l'attaquent. Mais il ne se bat jamais en retour. Il s'effondre une fois de retour au château, et ses cendres se répandent un peu partout dans le jardin royal. Le roi et la reine avaient perdu leurs 2 enfants en une nuit. Tout l'Underground était désespéré. Mais le roi a fait une promesse. Chaque humain qui tombe dans l'Underground mourra. Ainsi, avec leurs âmes, le roi détruira la barrière. Cela redonna espoir aux monstres. Après cette histoire, on arrive dans le dernier couloir. On y trouve Sans. C'est lui qui juge si l'on a le droit de passer voir le roi ou non. Il nous dit que notre âme est pleine de détermination. Et en effet, c'est déjà ce que nous indiquent les petits messages des points de sauvegarde. Puis il nous explique qu'on agit toujours comme si l'on savait déjà ce qu'il allait se passer. Il nous demande un petit service. Il veut prouver sa théorie sur les sauvegardes, les resets et les différentes timelines. C'est étrange, c'est le seul monstre à se rendre compte de ce genre de choses. Et c'est le seul monstre à nous demander ce genre de choses. En récompense, il nous donnera la clé de sa chambre. Il nous donne alors un code secret à lui répéter. Puis il nous demande de reset à la dernière sauvegarde. On lui répète, mais il nous dit que ce n'est pas suffisant. Il nous donne alors un code secret, à lui répéter après le prochain reset. Il se fout de nous car le code est un jeu de mots un peu enfantin, puis nous indique que la clé de sa chambre est déjà sur notre trousseau de clés. Il est vraiment trop fort. Dans sa chambre, c'est un véritable bazar. Mais on trouve une autre clé. Elle ouvre une pièce derrière la maison de Sans et Papyrus. Dans cette pièce, on trouve une machine cassée, une image de 3 monstres qui sourient, et des blueprints ou des plans de construction, écrits dans une police qu'on ne comprend pas. Une police écrite avec des mains. Bref, rien de plus intéressant ici. On va voir le roi qui arrose un parterre de fleurs dorées dans la salle du trône. Il nous dit que c'est une belle journée, que les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent. Et il a pas tort, on entend les oiseaux chanter dans la pièce. Puis après avoir fait causette avec nous, il nous invite à le suivre une fois que nous serons prêts. On sait déjà pourquoi on est là. On a vu dans la New Home la salle remplie de cercueils. La salle avec les 7 cercueils. Tous remplis, sauf le nôtre. Dans la salle, on découvre un deuxième trône. Celui-là est recouvert d'un drap blanc, sûrement celui de la reine. On rejoint Asgore. Il nous dévoile les 7 réceptacles d'âme humaine, dont 6 sont remplis. Nous sommes la dernière dont il a besoin pour détruire la barrière. Au début du combat, Asgore détruit l'option pour épargner. On est obligé de l'attaquer. Quand il est sur le point de mourir, il nous demande pardon. Au final, c'est juste un père aimant qui voulait venger ses 2 enfants, et un roi sur qui reposait tout le désespoir des monstres. Il nous propose même de rester vivre avec lui et sa femme, comme une vraie famille. On retrouve l'option pour l'épargner, et Flowey en a décidé autrement, et termine d'achever Asgore. Il nous traite d'idiots d'avoir voulu épargner les monstres, et absorbe les 6 âmes humaines. Le jeu redémarre tout seul. Flowey efface notre sauvegarde et nous combat. Pendant le combat, il manipule les sauvegardes pour nous voir mourir à l'infini. C'est le seul monstre avec Sans qui a conscience des sauvegardes. Nous, de notre côté, on appelle à l'aide les âmes des 6 autres humains tombés avant nous. Elle transforme les attaques de Flowey en soins. On libère alors les 6 âmes et on bat Flowey. On a ensuite le choix de l'achever ou de l'épargner. On l'épargne, mais il ne comprend pas comment on peut être aussi gentil après tout ce qu'il nous a fait, et il s'enfuit. Les crédits de fin apparaissent, une fin de route neutre apparaît. Flowey regrette d'avoir gâché notre fin heureuse. Il nous indique qu'il a recréé notre sauvegarde et que l'on a juste à reprendre là où on en était. On reprend alors, juste avant le combat avec Asgore. Mais on fait demi-tour. On reçoit un appel d'Undyne qui nous demande de livrer une lettre à Alphys de sa part. La lettre donne rendez-vous à Alphys dans la décharge.
Sauf que cette cruche de poisson a oublié de signer. Donc Alphys pense que nous lui proposons un rendez-vous. Le rendez-vous commence et Undyne finit par arriver. Quelques explications plus tard, Alphys et Undyne s'avouent leurs sentiments et le rendez-vous prend fin. Ah oui, et aussi Papyrus débarque pour embarquer Alphys et l'entraîner à avoir plus confiance en elle. C'est vrai qu'elle peut en avoir besoin. Papyrus nous téléphone pour nous conseiller d'aller faire un tour au labo d'Alphys. Là, on trouve une note d'Alphys où elle s'excuse pour les erreurs qu'elle a fait. Une porte s'ouvre et on arrive dans un ascenseur. Celui-ci dysfonctionne. Décidément, les ascenseurs ont vraiment un problème ici. Et il descend sans s'arrêter. Puis on arrive dans le True Lab, le vrai laboratoire de la scientifique royale. Le lieu a une ambiance assez particulière et dérangeante. On y découvre qu'elle a fait plusieurs expériences sur la détermination. Une substance présente dans les âmes humaines qui leur permet de subsister après la mort de leur hôte. Contrairement à celle des monstres qui s'effondrent en poussière. Elle a fait des expériences sur des monstres mourants. Elle leur a injecté de la détermination, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Les monstres ont fondu et ont fusionné entre eux pour créer des amalgames. Elle était censée prévenir leur famille, mais elle n'en a jamais eu le courage. Tout cela nous est expliqué dans des entrées, écrites par Alphys. Les entrées nous décrivent des expériences d'Alphys, depuis son premier jour en tant que scientifique royal. Toutes sont lisibles, mais la 17e est manquante. Elle a également fait des expériences avec une fleur dorée. La toute première à avoir poussé dans le jardin royal, là où la poussière d'Azriel s'était répandue. Mais la fleur sur laquelle elle a fait l'expérience a disparu. Alphys serait-elle donc à l'origine de la création de Flowey ? Tout au long de notre exploration, on combat des amalgames et on les épargne. Il est aussi possible de regarder des cassettes VHS dans une salle du labo. Cependant, elles ne proposent aucun contenu visuel. Les cassettes contiennent des enregistrements d'Azriel, du premier humain tombé, et du roi et de la reine. Il y est révélé que la reine est en réalité Toriel. Le roi et la reine se seraient alors disputés et séparés, puisque dans les cassettes VHS, ils ont l'air très proches et ont l'air de s'aimer plus que tout. Mais aujourd'hui, Toriel semble absolument détester Asgore. Ce qui peut se comprendre. Toriel a l'air de très vite s'attacher aux humains, et Asgore en a déjà enlevé 6 d'entre eux. On se fait attaquer par plusieurs amalgames au même moment. Mais Alphys intervient et prend enfin la décision d'annoncer ce qui s'est réellement passé aux familles des monstres. On retourne dans l'ascenseur et une personne que l'on n'a jamais entendue nous remercie d'avoir tout remis en place. Bizarre. On retourne combattre Asgore, mais cette fois, Toriel intervient. Elle ne pouvait pas se résoudre à nous laisser seuls. Elle vient pour nous dire que même si le roi a fait des choses horribles, il mérite aussi d'être épargné. Le roi est content de la retrouver, mais elle lui en veut toujours d'avoir enlevé l'âme de 6 humains. Elle ne l'a pas pardonné pour autant. Undyne interrompt leur dialogue pour nous demander de ne pas nous battre et ordonner à tout le monde de devenir amis. Pas sûr que ça fonctionne comme ça l'amitié, Undyne. Puis Alphys arrive aussi, et Papyrus, puis Sans. Tout ce petit monde fait la connaissance de Toriel et discute joyeusement. Mais Flowey arrive et capture tous nos amis. Il explique qu'il a pris les âmes humaines et qu'il s'apprête aussi à prendre celles de nos amis. Il nous rejette la faute car c'est à cause de nos actions s'ils se sont mis à nous aimer et à en arriver là. Flowey nous attaque et est sur le point de nous achever quand Toriel utilise ses attaques pour repousser celles de Flowey. Puis chacun de nos amis fait de même et ils nous encouragent tous. Ils font remonter nos points de vie petit à petit. Et tous les autres monstres arrivent et nos points de vie retournent à leur maximum. Puis Flowey s'empare des âmes de tous les monstres présents. On se retrouve face à un enfant, aux allures de chèvre. Il nous tourne le dos. Il se réjouit d'enfin ne plus être une fleur. On reconnaît d'ailleurs la musique du message de la décharge. Cela veut dire que c'est Azriel qui nous a parlé à ce moment-là. Et oui, dans Undertale, chaque monstre a sa musique d'associé qui apparaît au moment de ses combats et au moment de leurs apparitions. Puis il se retourne, se transforme en une forme où il a l'air plus âgé, et lance un combat. Le combat contre Azriel, Dreamer, le fils du roi et de la reine. Et ce combat est très franchement mon préféré de tout le jeu, de par son ambiance, son contexte et sa manière de jouer. On combat alors Azriel, mais toujours en essayant de l'épargner. Quand nos PV tombent à 0, notre âme refuse de tomber. Azriel déclare qu'il aime nous voir mourir car il peut ressentir les âmes de nos amis nous oublier petit à petit. On essaie de sauvegarder notre partie mais ça ne marche pas. On ne peut plus sauver notre partie.
Mais peut-être qu'on peut sauver quelque chose d'autre. Le bouton d'action se transforme en bouton sauver. On sauve alors une par une les âmes perdues de nos amis égarés dans celle d'Azriel. Un mini-combat se lance avec chacune des âmes. Chacun des combats reprend les mêmes attaques utilisées par chacun de nos amis. On a enfin sauvé les âmes de tous nos amis. Mais il en reste encore une à sauver. Celle d'Azriel. On essaie de le sauver. Il refuse, mais on insiste. On est déterminé à le sauver, si bien qu'il finit par ne plus vraiment nous attaquer. À l'instar de Toriel dans son combat. C'est pas son fils pour rien. Il nous avoue que nous sommes la personne qui compte le plus pour lui. Et il n'est pas prêt à nous laisser partir et nous dire au revoir. Il ne veut pas avoir à le faire encore une fois. Et il est effrayé à l'idée de nous laisser partir et de se retrouver une nouvelle fois seul. Il nous attaque, et voyant qu'on lui résiste, il abandonne le combat. On retrouve Azriel, sous sa forme d'enfant. Il pleure et s'excuse. Il nous dit qu'il sait que nous ne sommes pas celui que nous disons être. Le prénom que l'on choisit au début du jeu est en réalité celui du premier humain tombé. Nous, notre prénom, c'est Frisk. Azriel explique que cela faisait longtemps qu'il avait ressenti quelque chose. Sous sa forme de fleur, il n'a plus d'âme. Avec toutes les âmes qu'il a eues pendant le combat, il ne retrouvait pas seulement ses sentiments à lui, mais il pouvait aussi ressentir tous ceux des autres monstres. Il s'excuse encore une fois pour tout ce qu'il a fait et comprendrait que personne ne le pardonne. Mais c'est pas vraiment notre genre de faire ça. Alors on le pardonne. Il dit que malheureusement, il ne peut pas rester comme il est, et qu'il doit rendre les âmes aux monstres, puis il décide aussi de détruire la barrière grâce aux âmes humaines. C'est le moins qu'il puisse faire. Ensuite, il nous explique que sans âme, il redeviendra une fleur incapable de ressentir l'amour, et qu'il serait mieux pour nous de l'oublier. On le réconforte, et après des adieux déchirants, on se réveille parmi nos amis. Il est possible de retourner voir Azriel, qui se trouve sur le tout premier parterre de fleurs du jeu. Il nous parle un peu du premier humain, et il nous explique qu'en réalité, il n'était peut-être pas un si bon humain que ça au final. Nous sommes exactement le genre d'amis qu'il aurait souhaité avoir. Il nous explique qu'en réalité, lorsqu'il a fusionné son âme avec celle du premier humain pour passer la barrière, c'est l'humain qui a pris son propre corps pour aller à son village. L'humain souhaitait même attaquer les autres, juste par pure méchanceté. Et c'est Azriel qui l'en a empêché. Il nous met en garde sur le monde extérieur. Il y a beaucoup de Flowey dans le monde, et être gentil ne résout pas tout. Il nous fait promettre de ne pas tuer, et de ne pas être tué. Puis on rejoint nos amis à la surface qui admirent le soleil. On décide de rester vivre avec eux dans le monde des humains. Décidément, on a vite oublié nos autres amis humains. Et voilà la fin pacifiste du chef-d'œuvre d'Undertale. Mais assez de niaiseries comme ça, devenant un poil plus méchant maintenant. La route génocide. Et oui, pas d'entre-deux dans cette vidéo. Cette fois, pas de quartier. Les monstres nous ont déjà pris 6 d'entre nous. Nous sommes déterminés à tous nous venger. Alors, on achève sans pitié tous les monstres. Le message qui avance s'afficher au point de sauvegarde se transforme en compteur de monstres qu'il reste à tuer. Une fois que le compteur affiche 0, il juste inscrit un simple et froid « Détermination ». L'ambiance change. On ne croise plus les monstres tels que Napstablook. Et quand les combats se lancent, personne ne vient. Après avoir tué Toriel, Flowey nous confond vraiment avec le premier humain tombé. Nous sommes comme lui, une coquille vide. Dans Couvneige, il n'y a pas âme qui vive. Tout le monde a déserté. On ignore les casse-crânes de Papyrus. Saints essaie de marchander avec nous pour que nous soyons un peu plus cléments. Mais ça ne marche pas. Dans chaque zone, il y a des énigmes à résoudre pour avancer. Dans la route génocide, elles sont déjà résolues. Sûrement par Flowey qui est maintenant notre allié. On sort de Couvneige et on tue Papyrus qui avait encore espoir de devenir ami avec nous. Dans les chutes, les fleurs d'écho sont silencieuses. Le village Témi est vide. Et on continue d'exterminer tout le monde. Même le petit monster qui est pour y passer. Mais Undyne nous en empêche. À la place, elle lance un combat, mais elle refuse de mourir. Elle devient alors Undyne the Undying, ou Undyne immortelle. Mais quand on l'achève, finalement, elle s'en fout. Elfis est déjà en train de mettre tout le monde à l'abri, sûrement dans le True Lab. Puis elle se réduit en poussière. Dans Calciter, les énigmes sont encore une fois toutes résolues. On élimine encore une fois tout le monde, sans pitié. On combat Métatone. Métatone devient Métatone Neo. Il semble avoir plus de fonctionnalités et semble être plus fort que Métatone X. Mais un coup, et c'est réglé. On passe à la suite.
Dans le noyau, l'ascenseur est fonctionnel. On fonce donc directement à la New Home. Là où on trouve habituellement la dague émoussée, se trouve un vrai couteau. C'est pas trop tôt. Ainsi qu'un médaillon, à la place de celui en forme de cœur. Ce médaillon offre 99 de défense, et ce n'est pas de refus. Et celui-ci retourne là où il devait être, c'est-à-dire avec nous. Quelque chose cloche. Dans la chambre, les descriptions des objets apparaissent en rouge. Ce n'est plus nous qui parlons, mais le premier humain tombé. En effet, toutes les affaires ici lui appartiennent. Même le médaillon et le vrai couteau. Un calendrier avec une date entourée est présent dans la New Home. La date entourée est en réalité celle du jour où l'humain est arrivé ici. Tout dans la maison lui est familier. Il a habité ici avec la famille royale. À la place des monstres qui nous racontent l'histoire du premier humain tombé, c'est Flowey qui apparaît. C'est vrai quoi, à quoi ça nous servirait qu'on nous raconte notre propre histoire ? Il nous raconte sa vie comme si le premier humain était juste parti puis revenu. Dans le dernier couloir, Sans nous retrouve. Il nous explique qu'en réalité, LV signifie love. Love ne signifie pas amour. Cela signifie level of violence, du niveau de violence. Le nôtre est à 19 sur 20. Il ne peut pas nous laisser passer. C'est une belle journée. Les oiseaux chantent. Les fleurs s'épanouissent. Et en de belles journées comme cela, un enfant comme nous devrait brûler en enfer. Un combat se lance, le plus compliqué de toute l'aventure. Mais on y arrive quand même. Sans meurt au premier coup qu'on arrive à lui asséner. Notre love est maintenant à 20. Dans la salle du trône, Asgore dit qu'il n'avait jamais vu de fleurs pleurer avant. Flowey l'a prévenu de notre arrivée. Quel traître! Un coup de notre part, puis de celle de Flowey, pour nous prouver qu'il est de notre côté, et c'en est fini d'Asgore. L'écran devient noir, et Flowey nous supplie de l'épargner, des larmes plein les yeux. Il prend le visage et la voix d'Azriel pour essayer de nous avoir, mais ça ne marche pas. On l'achève froidement. Kara apparaît. Le premier humain tombé apparaît. Kara nous salue, nous, joueurs, et s'adresse à nous. Nous sommes son âme humaine, si on peut encore nous appeler comme ça. Nous sommes sa détermination. Nous devons effacer le monde actuel, il n'y a plus rien à faire de toute façon. Si on refuse, Kara nous fait un screamer et nous attaque. Nous, joueurs. Le jeu crache. Si on y retourne, l'écran reste noir pendant 10 longues minutes. Puis Kara revient nous parler, à condition que nous assumions nos actes en lui donnant notre âme. Dorénavant, toutes les fins pacifistes seront modifiées. Il n'est pas possible de remettre le jeu comme avant. Nous avons vendu notre âme à Kara. Il faut maintenant en assumer les conséquences. En fait, le seul moyen est d'aller directement dans les fichiers du jeu. Mais vous ne le ferez pas, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas sans âme à ce point. Bien, changeons un peu d'ambiance. Comme nous le savons maintenant, au moment des événements d'Undertale, nous sommes en fait le 8e humain tombé dans l'Underground. Mais qui peuvent bien être les 7 autres ? On peut apercevoir leurs âmes lors du combat avec Photoshop Flowey, mais qui sont-ils vraiment ? D'abord, Kara, premier humain tombé. Kara aussi a une âme rouge, associée à la détermination. Chaque humain a laissé des objets derrière lui. Kara a laissé le médaillon et le vrai couteau, qu'on trouve uniquement dans la route génocide. À partir de là, ce ne sont que des théories, particulièrement sur l'apparence des humains et les objets qui peuvent leur être associés, et sur la vertu qui leur est associée. On ne sait vraiment pas grand-chose sur eux, mais voilà ce que beaucoup en ont déduit. Le second humain à être tombé serait l'humain de l'âme Cyan. L'humain de l'âme Cyan est souvent représenté comme une petite fille à qui appartenaient le couteau en plastique et le ruban délavé trouvable dans les ruines. Elle est associée à la patience, car lorsqu'une attaque prend sa couleur dans Undertale, il faut rester immobile pour ne pas prendre de dégâts. Certaines théories tendent même à dire que l'âme Cyan et l'âme orange sont tombées au même moment. Le troisième humain est donc celui de l'âme orange, associé à la bravoure et souvent représenté par un jeune garçon. Les objets qui lui appartenaient semblent être le gant du maraud et le bandana viril trouvable dans la boutique de Couve-Neige. Les attaques orange ne font pas de dégâts si l'on reste en mouvement. C'est à cause de cette dualité entre cyan et orange que beaucoup tendent à dire que les deux humains sont tombés presque ensemble.
Le quatrième humain serait l'âme indigo, celle de l'intégrité. Elle est souvent représentée par une jeune fille de par les objets qui lui sont associés, que sont le vieux tutu et les chaussons de danse trouvables dans les chutes. Lorsque notre âme est de cette couleur lors des combats, notre âme est soumise à la gravité. Le cinquième humain serait celui de l'âme violette, associé à la persévérance. Il est souvent représenté par un jeune garçon aux allures d'un dynamique inventeur. Ces objets sont le calepin déchiré et les lunettes sales, trouvables dans Calciter. Lorsque notre âme devient violette, nous sommes restreints dans nos mouvements, piégés entre 3 lignes. Le violet correspond aussi au poison présent dans les attaques de Sans. Le sixième humain serait celui de l'âme verte, celui de la gentillesse. Il est difficile de savoir avec quel genre cet humain est représenté. Ces objets sont la poêle carbonisée et le tablier taché. Lorsque notre âme prend cette couleur, nous devons nous protéger des attaques avec un bouclier. Les attaques vertes nous soignent pendant les combats. Plutôt gentil. Le septième et avant-dernier humain, l'humain de l'âme jaune, l'humain de la justice. Il est souvent représenté par un jeune garçon aux allures de cow-boy, et cela va de soi. Ces objets sont un pistolet vide et un chapeau de cow-boy. Lorsque notre âme devient jaune, elle se retourne et lance des projectiles, à l'image d'un pistolet. Et enfin, le dernier humain, Frisk, âme de la détermination. Ces objets sont le bâton et le bandage. Les vertus des différentes âmes sont souvent associées aussi à un mini-jeu trouvable dans Couve-Neige. Dans ce jeu, il suffit de mettre une boule de neige dans un trou, sur un terrain glissant. En fonction de nos actions, le petit drapeau à la fin prend une couleur différente, avec un petit message différent, chacun correspondant soit à la patience, soit à la bravoure, soit à l'intégrité, soit à la persévérance, soit à la gentillesse, soit à la justice. C'est probablement pour ça qu'on leur a associé ces différentes vertus. Si l'histoire des autres âmes humaines vous ont intéressé ou intrigué, et que vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai trouvé plusieurs fangames qui racontent l'histoire de certains humains. Évidemment, rien de canon, puisque c'est des fangames, mais ça vaut quand même le coup. Déjà, de ce que j'ai vu, les fangames sur tous les autres humains sont en cours de développement. Mais il y en a déjà 2 qui sont sortis. Le premier, Undertale Green, un fangame pour suivre Cody, âme verte de la gentillesse. Ce fangame comporte pour le moment 2 chapitres. Et je crois qu'il est destiné à être mis à jour et à avoir plus de chapitres. Undertale Yellow. Ce fangame est le plus complet que j'ai pu trouver sur l'histoire d'un autre humain. On suit Clover, âme jaune, et justice doit être faite. Une histoire inédite et complète, digne du vrai jeu d'Undertale. Des monstres inédits et 3 routes possibles. Je pense que c'est un jeu qui devrait être considéré presque comme canon dans l'histoire d'Undertale tellement il est bien fait. Et ça peut être une première piste si jamais vous hésitez à acheter le vrai jeu Undertale. Vu que c'est un fangame, il est gratuit. Ou alors c'est une technique de rat. Pour ceux qui ont déjà le jeu Undertale, plus récemment est sorti aussi Undertale Rainbow. On suit Frisk qui est accompagné par les fantômes des 7 autres humains. Frisk est donc accompagné des fantômes de Kara, Emily, âme cyan, Odin ou Odin de l'âme orange, Sabel de l'âme violette, Robin de l'âme indigo, Cody de l'âme verte et Clover de l'âme jaune. Bon, et tant que tu suis à conseiller des fangames, je vous conseille Dustale. Ce fangame-là n'a rien à voir avec les autres humains tombés. Enfin si, avec Kara, puisqu'on suit Frisk et Kara pendant la 327e route génocide. Sans a enfin remarqué quelque chose et a décidé de changer le cours des événements. Cette fois, il ne se laissera pas faire. Attention tout de même, ce jeu est un petit peu plus horrifique que les autres. Bon, à la base, cette vidéo devait être en une seule partie, mais bon, manque de temps. La deuxième partie sort très vite. Rendez-vous là-bas dès qu'elle est prête. Pour ne pas la manquer, abonnez-vous.